L'une des nations les plus puissantes de la Terre se réveille enfin. Depuis la fin catastrophique de la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est consacré au pacifisme. Tokyo ne fait pas la guerre, Tokyo ne construit pas d'armée, et Tokyo s'oppose toujours aux armes nucléaires. 5e économie mondiale, 11e pays le plus peuplé, seule la Chine la devance dans l'Indo-Pacifique. Mais pendant presque tout un siècle, elle a juré de ne jamais répéter la destruction et l'effusion de sang de son passé. Aujourd'hui, les rêves impériaux du Japon sont révolus, mais le changement revient à l'horizon. De l'autre côté des mers occidentales, le Japon fait face à un rival en Chine qui est devenu incroyablement puissant au nord. Il a observé la Russie mener une guerre de conquête flagrante, ce qui était censé être impensable au XXIe siècle. Au sud, Taïwan est un allié discret et un point de tension qui ne doit pas tomber sous contrôle chinois, sinon toute la région serait menacée. De l'autre côté du Pacifique se trouve l'Amérique, autrefois ennemie puis alliée proche du Japon, devenue superpuissance mondiale pouvant abandonner ses alliés au loup. Le Japon se prépare aux prochaines batailles et s'apprête à prendre les armes pour la première fois depuis des générations. Tokyo comprend sa position régionale, il comprend ses vulnérabilités et il connaît son ennemi. Maintenant, Tokyo doit construire une armée. Et si Tokyo parvient à constituer cette armée comme il faut, alors Pékin, Pyongyang et tout autre adversaire dans la région pourraient avoir de sérieux problèmes. Le soleil levant se lève à nouveau. Personne ne viendra en aide à une nation qui affirme sa volonté de se défendre par ses propres moyens. C'était la très populaire première ministre japonaise San Takichi, s'adressant à sa nation le lundi 9 février, quelques heures seulement après que Takichi ait remporté la plus grande victoire électorale de tous les politiciens japonais depuis des générations. Nous entendrons souvent son nom aujourd'hui, car sans ses récentes actions à la tête du gouvernement japonais, la stratégie de réarmement ne serait même pas discutée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Takichi, voici la version très brève. Nommée en octobre dernier, elle est devenue la première femme première ministre du Japon. Pourtant, beaucoup pensaient que son mandat ne serait qu'un énième épisode d'une succession de gouvernements absurdes menés par des membres âgés d'un parti moribond. Mais ensuite, Takaichi a commencé à se faire un nom, non seulement comme une icône culturelle qui fait de la moto et joue de la batterie dans un groupe de heavy metal, mais aussi comme une passionnariat, une va-t-en-guerre. Et comme quelqu'un qui a à la fois le courage de provoquer la Chine au sujet de Taïwan et la force de caractère de poursuivre le combat malgré toute l'indignation de Pékin. Elle a pris un gros pari en convoquant des élections anticipées en février, alors que son parti ne pouvait pas former de gouvernement sans coalition. Dire que son pari a porté ses fruits serait un sacré euphémisme. Takaichi est reparti avec plus des 2/3 de la supermajorité pour son parti. Première fois dans l'histoire que le parti remporte une victoire d'une telle ampleur, lui donnant un fort mandat pour diriger la nation. Cette victoire compte vraiment. En votant pour le parti de Takaichi en février, les électeurs japonais n'ont pas seulement approuvé sa promesse de baisse d'impôts ou sa popularité. Ils ont approuvé la vision de Takaichi pour la réforme et l'expansion les plus ambitieuses de l'armée japonaise depuis les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, le Japon n'a actuellement pas d'armée du tout, comme le stipule la constitution japonaise adoptée sous l'occupation alliée. Après la guerre, le Japon s'est engagé à ne jamais avoir d'armée ni à développer d'autres moyens de faire la guerre. Bien sûr, la guerre froide a eu lieu, et renoncer strictement à toutes les capacités militaires n'était pas vraiment une décision judicieuse. Le pays a donc réinterprété sa constitution pour créer les forces d'autodéfense du Japon. Aujourd'hui, les forces d'autodéfense comptent un peu plus de 250 000 militaires en service actif, ainsi que 56 000 réservistes. Techniquement, il est permis d'employer cette force pour se défendre ou défendre un allié en crise existentielle. Mais malgré tout, le Japon a renoncé à son droit de déclarer la guerre. Il s'est engagé à ne jamais utiliser la force militaire dans les affaires internationales, et ces forces ne peuvent rien faire à l'étranger, sauf des missions de maintien de la paix, des secours en cas de catastrophe et d'autres opérations qui évitent généralement les combats. En même temps, le Japon s'est engagé absolument au désarmement nucléaire et à la non-prolifération. Décision compréhensible, puisque le Japon est la seule nation attaquée avec des armes nucléaires par une autre puissance mondiale. Mais au cours des dernières décennies, le calcul stratégique du Japon et la position antimilitariste de son peuple ont commencé à changer. Sous la direction du populaire dirigeant de longue date du Japon, Shinzo Abe, le principal parti libéral-démocrate a préconisé des révisions de l'article 9 de la Constitution japonaise, l'article qui empêche le Japon de se doter d'une véritable armée. L'idée est devenue de plus en plus populaire, comme en témoigne la victoire retentissante de Takaichi aux urnes, et cette popularité s'est accrue pour une raison.
Le Japon a observé la rupture de principes autrefois inviolables de l'ordre mondial d'après la guerre froide. La Russie, séparée du Japon par un détroit de seulement 13 km à leur point le plus proche, mène depuis 4 ans une campagne de conquête en Ukraine. Face à la menace croissante d'une invasion chinoise de Taïwan dans les années 2020, la Chine, devenue superpuissance mondiale, s'est dotée d'une armée puissante. Mais en même temps, les États-Unis sous Donald Trump ont commencé à se désengager de leur rôle de garant de la sécurité de leurs alliés. Alors que Trump et ses alliés ont accordé plus de priorité au Japon qu'à, disons, l'alliance de l'OTAN, et Trump est personnellement un très grand fan de Takaichi. Les dirigeants japonais comprennent clairement la vérité plus large. L'Amérique n'est plus fiable comme elle l'était autrefois. L'Amérique respecte et honore ses engagements envers les nations qui s'efforcent clairement de renforcer leurs forces armées. Le monde change, et le Japon a un rival immensément puissant à sa porte. Et si le Japon veut garantir sa propre souveraineté pour longtemps, il serait alors judicieux de reconsidérer les engagements pacifistes qu'il a pris dans les années 1940. Maintenant, ce n'est pas parce que le Japon ne possède pas une véritable armée qu'il ne pourrait pas en construire une s'il le voulait. Plutôt que d'être considéré comme le faible désigné dans la cour internationale, le Japon ressemble davantage à l'enfant qui a grandi à la ferme. Il est devenu très fort et doué pour se battre, mais fait tout pour éviter les combats, sachant que la violence peut vite devenir incontrôlable. Le Japon est une grande puissance économique sur la scène mondiale, récemment dépassée par l'Inde, mais reste tout de même la 5e économie mondiale. Si la Russie consacre 4% de son PIB à la défense, le Japon aurait alors le 3e plus grand budget de défense mondiale, derrière seulement les États-Unis et la Chine, devant la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Le Japon n'a pas beaucoup des atouts attendus d'une nation avec une armée moderne, comme un service de renseignement. Mais il détient parmi les meilleures technologies et le 3e plus grand centre industriel mondial. Il en va de même pour le nucléaire, le Japon restant déterminé à ne pas construire d'armes nucléaires pour l'instant. C'est la première nation à potentiel nucléaire latent, possédant tous les outils, le savoir-faire, les matériaux nucléaires et les moyens de livraison nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire en temps de guerre. En seulement quelques mois, si elle s'y mettait sérieusement, même dans son état actuel, les forces d'autodéfense détiennent ou détiendront bientôt environ 750 chars principaux, autant d'obusiers automoteurs et de lance-roquettes multiples. 23 sous-marins de porte-avions légers, 42 destroyers, plus de 150 F-15 Eagle spécialement construits, et à terme près de 150 avions F-35 Lightning. Sacrée force d'autodéfense, les gars. Elle a aussi un complexe militaro-industriel prospère, capable de produire en masse navires et artillerie. Elle participe à des projets de recherche avancés comme le GCAP, visant à construire un avion de chasse de 6e génération avec la Grande-Bretagne et l'Italie. Tout cela pour dire que le Japon a volontairement limité ses capacités de défense pendant près d'un siècle. Pourtant, son armée, son complexe militaro-industriel et ses capacités nucléaires latentes dépassent de loin ce à quoi la plupart des nations peuvent aspirer. Pour la Chine. Cela pose une question très inconfortable. À quoi ressemblerait le Japon si Tokyo commençait réellement à faire des efforts ? Nous allons nous concentrer sur le Japon comme rival de la Chine pour répondre à cette question. La Russie, concentrant sa population et sa puissance militaire à l'ouest, ne constitue pas une menace actuelle pour le Japon. Et la Corée du Nord, aussi turbulente et imprévisible soit-elle, est très fermement sous la coupe de la Chine. Pékin est l'adversaire évident de Tokyo pour les décennies à venir. Il reviendra au Japon soit pour dissuader la Chine d'une agression, soit pour y faire face si elle se produit. Donc le réarmement du Japon ne consiste pas simplement à bâtir une armée puissante. Le Japon doit former une armée capable de contrer la Chine. Et son succès ou son échec déterminera l'avenir de tout l'Indo-Pacifique. Terre, air et mer. D'accord, nous allons commencer par les efforts du Japon pour se reconstruire dans les 3 domaines clés qui définissent encore en grande partie la guerre moderne, ses capacités sur terre, dans les airs et en mer. Nous mettrons l'accent sur les préparatifs que le Japon devrait envisager pour le type de guerre probable contre la Chine. Très simplement, l'idée que Pékin et Tokyo entrent directement en guerre sur le sol national de l'un ou de l'autre dans un avenir proche est impensable. Et cela pour des raisons politiques, économiques et stratégiques, mais aussi parce qu'aucune des deux nations ne dispose de l'équipement nécessaire pour que cela se produise. Les futurs conflits entre la Chine et le Japon seront plutôt des batailles amphibies, de type saut d'île en île. Cela concernerait un 3e lieu, comme Taïwan, les Philippines ou la péninsule coréenne. Dans ce type de guerre, Japonais et Chinois pourraient s'affronter directement lors de batailles aériennes ou navales près de leur territoire.
On peut supposer qu'aucune des deux nations n'envahirait le territoire principal adverse pour cette raison. Commençons par les atouts navals du Japon, où les deux porte-avions légers du pays et ses deux porte-hélicoptères lui permettraient de rivaliser avec les trois porte-avions qui forment actuellement le centre de la flotte chinoise. Concernant les autres capacités navales du Japon, le pays reste en infériorité numérique. Les quelques 40 destroyers du Japon sont un bon équivalent face aux quelques 50 destroyers chinois, mais ces derniers sont soutenus par plusieurs dizaines de frégates, plusieurs dizaines de corvettes et les navires de la taille de bâtiments de guerre de la garde côtière chinoise. Pire encore, la Chine construit rapidement des navires et prévoit de mettre en service au moins une demi-douzaine de porte-avions prochainement. Et elle produit plusieurs dizaines de nouvelles coques chaque année. Cette saturation pure et simple de navires pose le même problème au Japon qu'aux États-Unis. Ainsi, en cas de conflit total, la Chine pourrait tout simplement dominer les eaux, entourant une zone de combat, en accumulant tellement de puissance navale en périphérie que le Japon devrait mener une offensive navale complète rien que pour avoir une chance de rejoindre ses alliés. Pour contrer cette capacité, le Japon pourrait choisir l'une de plusieurs options. Il peut s'engager à développer sa propre flotte de surface, ou il peut se concentrer sur la construction et la dépendance à une force sous-marine plus importante. Ou il peut investir massivement dans la technologie sans pilote, notamment les drones kamikazes, bateaux et sous-marins. La première option, développer la flotte de surface du Japon, permettrait à Tokyo de mieux dissuader la Chine ou de combattre directement la Chine. Les deux autres options reviendraient à abandonner la confrontation directe avec les navires chinois pour les couler partout où ils se trouvent. Les deux dernières options offrent de vrais avantages stratégiques. Le Japon est sans doute trop en retard sur la Chine en capacité contre navires pour justifier de tenter de rattraper son retard. Sans parler du fait que le Japon est désavantagé sur le plan économique et démographique par rapport à la Chine. Le Japon a moins d'argent à dépenser et moins de personnes à perdre. Des navires de guerre coûteux et bien dotés en personnel peuvent être un handicap. Se focaliser sur les sous-marins ne serait pas forcément mieux. Le Japon compte une vingtaine de sous-marins, nettement moins que les 66 officiellement reconnus en Chine, où de nombreux autres sont en construction. La Chine se prépare depuis des décennies à une guerre navale contre le Japon et les États-Unis. Aujourd'hui, on sait que les missiles anti-navires chinois ont fortement inquiété certains responsables de la défense américaine. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, ou secrétaire à la guerre si vous préférez, l'a déclaré lors d'une interview. En 2025, ces missiles hypersoniques chinois pourraient, je cite, détruire 10 porte-avions dans les 20 premières minutes d'un conflit hypothétique entre les États-Unis et la Chine. Pour le Japon, le calcul stratégique est assez simple. Renforcer les capacités navales, mais essayer de ne pas privilégier les investissements qui finiront simplement au fond de la mer. À cette fin, le Japon a indiqué qu'il entendait développer rapidement sa flotte navale habitée. Avec 12 nouvelles frégates en 5 ans, de nouveaux destroyers et peut-être des sous-marins nucléaires, le Japon prévoit aussi un destroyer de défense aérienne de nouvelle génération pour les années 2030, mais le Japon commence également à se procurer exactement le type de véhicule sous-marin sans pilote qui donnerait des sueurs froides aux planificateurs militaires chinois. Fin janvier 2026, le Japon a annoncé avoir pris possession d'un nombre non précisé de drones sous-marins, publiant des photos montrant de longs drones furtifs en forme de torpilles, conformes à des conceptions qui leur permettent de rester sous l'eau pendant de longues périodes avant de trouver leur chemin vers les navires adverses et d'y percer des trous dans la coque. Le Japon est réputé pour ses grands drones sous-marins et son allié de Washington développe activement des modèles que le Japon pourrait copier ou perfectionner. À l'image du redoutable Mantare de Northrop Grumman à la surface de l'eau, le Japon développe rapidement des bateaux-drones, comme ceux que l'Ukraine a utilisés contre la Russie, ainsi que des drones hydravions capables d'atterrir à la surface de l'eau malgré une mer agitée. Les forces amphibies japonaises, les navires de débarquement et les troupes étaient essentiels à toute guerre d'île dans le Pacifique. Le Japon a longtemps négligé ce domaine à cause de sa constitution. En effet, pourquoi aurait-il besoin de navires de débarquement ou d'unités d'assaut si le pays devait seulement se défendre ? Dans un monde où le Japon serait mieux préparé face à la Chine dans un conflit indo-pacifique, les navires de débarquement, combinés à la flotte croissante de navires de guerre et de sous-marins, seraient essentiels. Pas assez pour vaincre la Chine directement sur l'eau, mais peut-être suffisant pour percer les défenses chinoises et soutenir des opérations de débarquement à des endroits précis. Le problème est qu'actuellement, le Japon ne possède que 3 véritables navires de débarquement amphibies, chacun transportant jusqu'à 10 chars et 330 soldats. Avec une poignée de navires plus petits, le Japon commence à combler l'écart avec une commande de navires plus petits. Mais le pays devra modifier sa constitution avant de pouvoir vraiment envisager de résoudre le problème. Les décideurs japonais sont conscients du problème.
Le Japon envisage l'achat de grands navires d'assaut amphibies depuis le milieu des années 2010 et possède les ressources et plans pour s'en procurer ou les construire. Il en va de même pour une force de fusiliers marins japonais où, là encore, Tokyo fait cruellement défaut. En 2018, le pays a activé sa première brigade de fusiliers marins depuis la Seconde Guerre mondiale, prévue pour compter 3000 soldats avec un soutien d'hélicoptères. Mais là encore, cela ne suffira pas. Le corps des fusiliers marins de la marine de l'Armée populaire de libération de Chine compte 45 000 soldats. Le Japon devra devenir compétitif dans ce domaine dès que sa constitution le permettra. Sur Terre, les forces terrestres japonaises sont assez redoutables, avec 150 000 soldats en service actif et un important arsenal de blindés lourds. Cela comprend le Type 10, un char de combat principal de 4e génération conçu et fabriqué par le Japon. Mais lorsqu'on compare cela à une force terrestre chinoise de près d'1 million de soldats en service actif, plus de 5000 chars modernes et une quantité ahurissante d'artillerie et de lance-roquettes, ce n'est tout simplement pas suffisant. Encore une fois, c'est un problème que le Japon ne pourra vraiment résoudre que lorsque sa constitution changera. Il serait difficile de justifier une grande armée terrestre vu l'engagement actuel du pays pour le pacifisme. Ce domaine est actuellement négligé dans les décisions globales de dépenses de défense du Japon. Mais même sans plan spécifique de la part de l'armée japonaise, nous pouvons relever quelques lacunes cruciales que le Japon devra absolument combler. La première concerne la question du nombre pur et simple. La population japonaise en âge de combattre baisse vite, mais reste supérieure à 10 millions. Le Japon pourrait augmenter ses recrues en relevant l'âge de recrutement et en offrant plus d'incitation à son personnel militaire. En relevant ce défi, les dirigeants japonais devraient aussi se demander si la structure militaire du Japon doit suivre celle d'une armée mondiale typique ou être adaptée aux guerres auxquelles le Japon pourrait participer. Le Japon pourrait ainsi ne pas investir dans ses forces terrestres, mais plutôt réorienter ses ressources pour former une force de marine plus importante, et les doter du matériel qui les rendra plus efficaces. Et enfin, il y a l'armée de l'air japonaise où, là encore, la qualité de la force de combat du Japon est exactement là où elle doit être, mais la quantité fait cruellement défaut face à la Chine. Les F-15 japonais sont vite modernisés avec des radars avancés, processeurs embarqués et missiles anti-navires longue portée, tandis qu'une partie des F-35 peut décoller de porte-avions. Quand le Japon obtiendra les avions de 6e génération du programme GCAP, appelé FX à Tokyo, cela renforcera nettement sa capacité à vaincre les avions chinois. Cela pourrait même inclure les avions de chasse de 6e génération que la Chine fait déjà voler sous forme de prototypes, mais ces appareils FX ne seront pas disponibles avant un certain temps. Et bien que les commandes de F-35 du Japon continuent d'arriver, le pays ne semble pas actuellement prévoir d'élargir sa flotte d'avions de combat au-delà des quelques 400 appareils qui sont déjà dans son arsenal ou en commande. C'est un problème important, car bientôt toute la flotte de combat japonaise pourrait être surpassée en nombre. Rien qu'avec les avions J-20 de 5e génération de la Chine, sans compter ces autres appareils furtifs et non furtifs produits en masse. Pire, le Japon pourrait retirer des avions actuels à mesure que d'autres F-35 arrivent. Une question constitutionnelle se pose aussi. Les dirigeants japonais pourraient avoir des plans en place, ou du moins être ouverts à la possibilité de nouvelles commandes importantes d'avions une fois qu'ils auront révisé leur article 9. Si tel est le cas, le Japon donnerait probablement la priorité au renforcement de sa flotte de F-35 en acquérant de nouveaux F-15EX améliorés. Peut-être en achetant des chasseurs européens de 4e génération comme l'Eurofighter ou un FAL en attendant. Avec le FX en cours, le Japon manque sûrement de temps pour investir dans de nouveaux modèles moins performants, malgré son savoir-faire technique. Le principal problème du Japon va au-delà de sa flotte aérienne, à cause de sa dépendance historique envers le soutien des États-Unis en cas de conflit dans l'Indo-Pacifique. Parce que les États-Unis disposent de flottes aussi importantes d'avions de transport stratégique et de ravitailleurs en vol, le Japon n'a pas développé de capacités comparables. Après avoir honoré ses commandes, Tokyo n'aura qu'une douzaine de ravitailleurs en vol, 19 avions de transport stratégique et 14 avions de transport tactique plus petits. Mais dans un futur conflit, le Japon a compris qu'il ne pouvait pas se contenter de compter sur les États-Unis pour combler ses lacunes capacitaires. Au lieu de cela, le Japon envisage activement l'acquisition de plus d'avions de transport et de ravitailleurs avec l'achat de ses propres C-2 ou peut-être du C-17 Globemaster américain. Le Japon a également manifesté de l'intérêt pour le C-390 du Brésil, un avion de transport de taille moyenne à mi-chemin entre le tactique et le stratégique, avec la bonne portée et les bonnes capacités, qui serait parfait pour une future force aérienne japonaise. Le Brésil pourrait aussi avoir besoin d'aide pour produire plus de ces appareils.
Le Japon serait sans doute prêt à ouvrir de nouvelles lignes de production s'il peut conserver les premiers exemplaires pour lui. En développant ses capacités non combattantes, le Japon pourrait projeter davantage de puissance dans le Pacifique et mieux utiliser sa flotte aérienne et ses unités amphibies, même avant d'accroître sa capacité. Un meilleur soutien de ravitailleurs permettrait aux F-35 et F-15 japonais d'effectuer des missions de combat plus complexes et longues, grâce à des avions de transport rapides et fiables protégés dans un espace aérien contesté. Tokyo pourrait recourir à des largages aériens et des parachutistes pour pallier ses faiblesses en guerre insulaire. Avant même que de meilleurs navires ou une force de marines accrue ne soient disponibles ailleurs dans l'escadre aérienne du Japon, le pays a un besoin urgent de capacités de guerre électroniques et d'avions de reconnaissance renforcés. Mais le Japon pourrait résoudre ces problèmes bien plus vite. Le Japon dispose à la fois des capacités de haute technologie et des conceptions d'avions civils pour commencer à combler cet écart en seulement quelques années, surtout avec l'aide de Washington. Et ensuite, nous allons discuter des mesures plus inhabituelles que le Japon devra prendre afin de se préparer à un conflit majeur au XXIe siècle. Mais avant d'en arriver là, nous devons prendre un moment pour parler de quelque chose qui tient particulièrement à cœur à notre équipe. Chez Warfront, avec notre abonnement Premium Front Stocko sur Front Stocko, notre équipe approfondit l'analyse des conflits mondiaux, de la géopolitique et des influences cachées qui façonnent notre monde. Les abonnés ont un accès exclusif à 2 épisodes premium hebdomadaires et à tout notre catalogue d'articles rédigés par des journalistes primés et experts internationaux. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an, ce qui nous aide à rester indépendants et à proposer du contenu gratuit sur YouTube. Pendant que vous découvrez la France, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter bi-hebdomadaire par email War France Weekly. C'est gratuit et vous recevrez aussi des mises à jour régulières sur toutes les histoires que nous suivons. Revenons maintenant au Japon. Un arsenal moderne, une armée, une marine et une force aérienne puissantes seront très utiles au Japon alors qu'il se prépare à de futurs conflits régionaux. Tout spectateur régulier de Warfront le sait déjà, nous sommes dans les années 2020. La guerre moderne ne consiste plus à bâtir les 3 grands piliers d'une armée traditionnelle et espérer que tout ira bien. Bien que les décisions d'approvisionnement du Japon aient été fortement limitées par son engagement envers le pacifisme, les dirigeants militaires et civils du pays ont reconnu la nature changeante de la guerre avec plus de compétences que la plupart de leurs homologues internationaux. Tokyo l'a parfaitement compris. Les nations investissant dans des missiles longue portée performants et misant sur les drones et nouvelles technologies pour leurs forces bénéficient d'un avantage majeur, tant pour combattre que pour dissuader de futurs conflits. Pour le Japon, aucune nouvelle capacité n'a été aussi importante que les missiles longue portée, domaine dans lequel Tokyo a passé d'énormes commandes ces dernières années. Le Japon cherche à acquérir jusqu'à 400 exemplaires de missiles de croisière Tomahawk, modernisés fabriqués aux États-Unis dans sa commande actuelle. Chacun ayant une portée allant jusqu'à 1600 km, le pays modernise son missile. Type 12 produit localement un modèle anti-navire lancé depuis la Terre qui dispose désormais d'une portée de plus de 1000 km. Les entreprises de défense japonaises développent intensivement des missiles sous-marins, et le pays a acheté de nombreux missiles américains à longue portée pour les soutenir. Encore plus important, à long terme, le Japon travaille sur plusieurs axes pour développer des missiles hypersoniques, non pas des missiles balistiques qui volent en haute trajectoire et dépassent comme simplement Mach 5, mais des missiles de croisière manœuvrables capables de se faufiler à travers les défenses chinoises à courte portée. Récemment, le Japon a accidentellement révélé un système de missiles polyvalent appelé CAI, censé gérer les confrontations rapprochées avec les navires et blindés ennemis. Il y a aussi le soi-disant nouveau SSM, un missile de croisière qui a été vu en vidéo effectuant des tonneaux d'évitement. Dans des images publiées par le ministère japonais de la Défense, l'accent mis sur l'acquisition de nouveaux missiles concerne moins la protection du territoire japonais que la capacité de riposter contre la Chine, où les missiles longue portée sont si importants qu'ils sont gérés par la force de fusées séparée de la Chine, plutôt que par les autres branches de son armée. Cela permet de garantir une contre-attaque dommageable contre la Chine, en particulier une attaque qui peut être lancée, de manière imprévisible, depuis des avions et des sous-marins. Le Japon espère rendre plus difficile pour la Chine d'envisager d'engager un jour le Japon dans des conflits directs. À cette fin, le Japon a commencé à effectuer des essais de missiles sur son propre sol pour la toute première fois. Il s'apprête à déployer son premier groupe de missiles longue portée dès mars. La constitution japonaise reste un facteur clé. Ce sont ces ordres et ces conceptions que le Japon peut actuellement envisager sans violer ses propres lois. Mais une fois que la constitution du pays changera, ce qui semble désormais assez probable,
Le Japon pourrait investir dans des missiles capables de frapper Pékin depuis Tokyo ou la mer de Chine méridionale pour défendre Taïwan. Il y a aussi la guerre des drones, où, rien qu'en 2026, Tokyo a investi l'équivalent de près d'1 milliard de dollars dans une initiative appelée le programme Bouclier, un effort visant à créer un mur de drones complet autour des côtes japonaises. Bouclier utilisera des drones aériens, de surface et sous-marins pour des missions de renseignement, collecte et frappe, formant un réseau de surveillance semi-autonome continu. Pour préserver la souveraineté du Japon, le pays construit simultanément plusieurs types de petits drones d'attaque aériens, chacun étant conçu de manière à permettre au Japon de les faire passer en production à grande échelle. Rapidement, la nation investit massivement dans la production d'autres drones FPV à l'usage de ses soldats, s'adaptant ainsi au style de guerre devenu si répandu en Ukraine. En préparant l'achat de drones de renseignement et d'attaque étrangers auprès des États-Unis, de la Turquie et d'autres pays. Le programme Samouraï du Japon a été lancé en 2025, alors que le Japon travaillait aux côtés des États-Unis pour construire des drones aériens entièrement dotés d'intelligence artificielle, capables d'effectuer leurs opérations de manière autonome. Le pays privilégie aussi les drones de surveillance longue endurance, adapte ces drones au lancement depuis des navires et crée d'importantes réserves de drones kamikazes pour des attaques en SM. Nous avons déjà évoqué les efforts du Japon pour développer des drones sous-marins, notamment comme arme d'attaque contre les navires chinois. Dans tous les cas, Tokyo s'efforce de développer ses capacités très rapidement, sans aucune hésitation ni tergiversation bureaucratique, comme c'est le cas chez ses homologues européens. La défense aérienne aussi, avec un Japon très offensif qui a étendu et renforcé sa couverture face aux menaces à venir. Bien sûr, cela a du sens. Construire des défenses aériennes n'est pas un acte offensif, ce qui justifie plus facilement de grosses dépenses en équipement. Dans les limites constitutionnelles actuelles du Japon, face à la menace des missiles longue portée chinois. Le Japon a considérablement renforcé les défenses qu'il déploie sur des îles périphériques, souvent inhabitées, à travers l'archipel japonais, profitant pleinement de sa capacité à positionner des défenses loin des centres de population. Son programme de drones boucliers comprend d'importants éléments de défense aérienne, et il va bientôt mettre en service de nouveaux navires axés sur la défense aérienne. Le pays produit en masse des missiles de moyenne portée optimisés pour traquer et intercepter les armes hypersoniques entrantes, et il développe ses propres capacités défensives hypersoniques. Il dispose de nombreux systèmes Patriot américains et pourrait vouloir acquérir de nouveaux systèmes de défense aérienne américains en développement, tandis que ses propres systèmes de missiles, drones et défense aérienne évoluent. Le Japon cherche également à améliorer immédiatement ses capacités militaires dans de nombreux autres domaines en même temps. Le pays mise davantage sur la logistique militaire, investissant dans l'amélioration des infrastructures et l'acquisition de navires et véhicules pour déplacer plus vite plus de troupes à travers le territoire japonais. Il bâtit près de 100 nouveaux dépôts de munitions durant la prochaine décennie, surtout le long de sa chaîne d'îles du Sud-Ouest, pour prépositionner les munitions en vue d'un éventuel conflit. Dans le cyberespace, le Japon modernise rapidement son infrastructure numérique et ses outils de protection, tandis que toute expansion de ses capacités offensives reste actuellement inconnue, mais assez probable. Le Japon développe une constellation d'environ 50 satellites en orbite basse pour surveiller les lancements de missiles hypersoniques dans l'espace. Il collabore avec le secteur privé pour développer divers satellites de surveillance et d'imagerie. Aux côtés des États-Unis, le Japon explore la possibilité d'élargir ses réserves de technologies à double usage, comme par exemple les ferries civils qui peuvent servir aussi de moyens de transport militaire. Pour le matériel militaire ou l'IA et la robotique, des outils adaptables en instruments de guerre. Le pays investit massivement dans son secteur industriel de la défense, aidé par un boom des investissements étrangers après la victoire électorale retentissante de Takaichi. Il reçoit des commandes étrangères de matériel militaire, finançant des chaînes de production et installations réquisitionnables par le Japon en temps de guerre. De plus, en 2026, le Japon va créer une nouvelle agence nationale de renseignement centralisée, dont le lancement est prévu dès juillet. Bien sûr, il y a aussi la question nucléaire qui continue de couver sous la surface. Même si le Japon ne paraît pas prêt à développer des armes nucléaires bientôt, les opinions sur la bombe évoluent dans le pays. Takaichi et nos alliés, désormais mandatés pour diriger le pays, pourraient progressivement mettre la question nucléaire en avant ces prochaines années. Si le Japon décidait d'acquérir des armes nucléaires, il pourrait agir très vite. Il possède déjà beaucoup d'uranium et de plutonium de qualité militaire, ainsi que la technologie et les connaissances pour fabriquer ces armes. Le Japon pourrait accomplir cette tâche non seulement en un temps très court, mais probablement en secret, et peut-être même avec l'aide directe des États-Unis.
Alors que dans les décennies passées, un programme nucléaire secret japonais aurait exposé le Japon à une complète ostracisation de la part d'une grande partie du monde. Aujourd'hui, alors que l'ordre international décline, la Chine se rapproche de la parité nucléaire avec la Russie et les États-Unis. Si le Japon cherche à dissuader un conflit avec la Chine par son réarmement, rien n'est plus dissuasif qu'une arme nucléaire. Même si le Japon ne fabrique pas sa propre bombe, un autre débat concerne les armes nucléaires américaines, longtemps interdites au Japon. Les ogives de Washington pourraient représenter un compromis et renforcer l'intérêt de Washington à garder le Japon proche. Enfin, il faut aussi considérer l'aspect financier, car le Japon doit respecter à court terme les limites de sa constitution actuelle. Avant le milieu des années 2020, le Japon consacrait moins de 1% de son PIB à la défense. Bien que le pays applique un plan pour augmenter ses dépenses, il ne permettra au Japon d'atteindre que 2% du PIB pour la défense d'ici 2027, ce qui est déjà un progrès. Et 2% du PIB du Japon représente une somme énorme, près de 90 milliards de dollars par an selon les prévisions du PIB japonais pour 2025. Mais en pourcentage, ce chiffre reste dérisoire comparé à d'autres nations en cours de remilitarisation, en particulier au sein de l'alliance de l'OTAN. Leurs nations européennes se sont engagées à consacrer 5% de leur PIB à la défense d'ici 2035, dont 3,5% pour les soi-disant besoins essentiels et le reste pour les infrastructures liées à la sécurité. Aujourd'hui, les dirigeants japonais auraient trop du mal à faire de même avec le nouveau mandat massif de Takaichi issu des récentes élections. Mais avec un peu plus de temps et une révision constitutionnelle opportune, le Japon pourrait être en mesure d'éliminer complètement cet obstacle. Si cela se produit, alors Tokyo pourrait commencer à investir des sommes véritablement faramineuses dans son armée chaque année, ouvrant la voie à une expansion rapide des forces militaires japonaises dans toutes les directions, d'un seul coup en dépensant 3,5% de son PIB. Le Japon pourrait acheter près de 2000 F-35 14 000 exemplaires de son char de combat principal, type 10 ou 12 porte-avions de classe Ford aux États-Unis. En se basant sur les dépenses d'une seule année, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne réellement le budget militaire. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, c'est l'ampleur de ce que le Japon peut construire et acheter si la nation s'investit pleinement dans cette tâche. C'est le genre de budget industriel de défense que le Japon pourrait utiliser pour financer entièrement de nouvelles classes de navires de guerre lourds, la recherche et le développement, ainsi que l'acquisition de nouveaux types d'avions de chasse, ou même la création de nouvelles branches de son armée à un rythme qui serait impensable pour la plupart des nations avancées. Chef de file. Dans un monde où le Japon choisit de dépasser ses contraintes militaires d'après-guerre et de se transformer en une puissance militaire, cherchant à atteindre la parité avec la Chine. Il possède les ressources, la volonté institutionnelle et le capital nécessaires pour réussir, mais il faut aussi considérer un dernier facteur dans l'Indo-Pacifique. Le Japon ne se battra jamais seul, même s'il doit envisager la possibilité que les États-Unis ne soient pas présents lorsque cela comptera le plus. Si le Japon choisit la voie du réarmement, il deviendra alors la puissance régionale qui s'opposera à la Chine. Cela ne fait pas seulement du Japon un acteur militaire important, cela fait du Japon le leader d'une alliance géostratégique de circonstance entre tous les gouvernements de la région. Qui aimerait éviter de passer le prochain siècle sous la botte de Pékin ? Avec le Japon au centre d'une alliance indo-pacifique, qu'elle soit formelle ou informelle, il y a deux autres nations qui seraient absolument indispensables à toute initiative que le Japon pourrait entreprendre. La première est l'Australie, où Tokyo et Canberra approfondissent leurs relations de défense depuis des années. À ce jour, les deux nations se voient donc comme des partenaires stratégiques spéciaux. Le Japon construit les frégates de l'Australie, qui utilisent aussi des bases japonaises pour le ravitaillement. Leurs armées coopèrent sur de nombreux équipements, notamment le F-35. L'Australie augmente aussi ses dépenses militaires. Et bien que ce ne soit pas une force de combat particulièrement importante, avec moins de 60 000 soldats en temps de paix, elle est très technologique, avec une force aérienne particulièrement robuste. Et il y a la Corée du Sud, pays à la relation complexe et historiquement difficile avec le Japon, mais avec qui ce dernier a renforcé ses liens ces dernières années. Grâce à leur allié commun, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont beaucoup progressé dans leur coopération, développant un partenariat plus étendu en matière de partage d'informations et d'industrie militaire. Fin janvier, les deux nations ont accepté de renforcer leurs relations, bien que la nature de ce renforcement reste floue.
Et comme l'Australie, la Corée du Sud dispose d'une armée relativement importante, avec 450 000 soldats en service actif en temps de paix et plus de 3 millions de réservistes. Le complexe militaro-industriel sud-coréen rivalise avec celui du Japon, notamment en construction navale, permettant à ces deux puissances de concurrencer la Chine. En collaboration avec l'Australie et la Corée du Sud, le Japon peut se placer à la tête d'un partenariat très puissant, en tirant parti d'une puissance économique combinée qui dépasse de loin celle de tout autre pays, à l'exception des États-Unis ou de la Chine. Ensemble, ces trois pays peuvent concevoir et produire en masse divers équipements militaires de pointe. Et, en s'appuyant sur la Corée du Sud, ils peuvent mobiliser suffisamment de main-d'œuvre pour représenter une véritable menace pour la Chine sur le champ de bataille. Ces trois pays peuvent unir leurs forces pour couvrir l'Indo-Pacifique, en s'appuyant sur d'autres capitales que nous évoquerons. Bien que la Corée du Sud et le Japon soient proches de la Chine, ils peuvent mieux affronter cette menace ensemble que seuls. Enfin, en restant unis, ces trois alliés proches des États-Unis peuvent augmenter les chances que l'Amérique reste étroitement attentive aux affaires indo-pacifiques. Et elle interviendrait pour défendre l'un ou l'ensemble d'entre eux, même dans des conflits où les États-Unis n'auraient peut-être pas fait grand-chose si leur trio d'alliés essentiels ne s'était pas impliqué. Si la Chine attaque Taïwan sans intervention des États-Unis, le Japon et ses alliés pourraient user de leur influence pour impliquer les États-Unis dans le conflit. Essentiellement en se mettant en première ligne face à la Chine et en forçant l'Amérique à serrer les dents pour sortir ses alliés d'une situation difficile. Pour Washington, sacrifier Taïwan est c'est possible, même si cela reste peu probable. Mais sacrifier l'Australie, la Corée du Sud et le Japon en même temps serait impensable, surtout en tenant compte de la puissance de feu américaine déjà vulnérable dans la région. Taïwan, cette semi-nation autonome, est également cruciale pour le Japon, non pas comme allié égal, mais comme possible champ de bataille. C'est aussi le cas des Philippines, ciblées sans relâche par la Chine ces dernières décennies, surtout récemment. Le Japon a longtemps entretenu une certaine ambiguïté quant à sa position sur une invasion chinoise de Taïwan, même s'il était toujours probable qu'il intervienne. Mais désormais, toute ambiguïté restante a été dissipée par Takaichi. Fin 2025, Takaichi a suscité la colère de Pékin en affirmant qu'une attaque chinoise contre Taïwan serait une crise existentielle pour le Japon. Ce qui signifie que le Japon serait capable et prêt à intervenir directement, même avec ses limitations constitutionnelles actuelles. Le Japon travaille de manière officieuse pour aider Taïwan du mieux possible. Et bien qu'il ne vende pas d'armes à Taipei, il s'efforce de positionner à l'avance nombre de ses atouts logistiques et militaires les plus importants près de Taïwan. Pour faciliter une future intervention, le Japon a signé en 2024 de nouveaux accords de sécurité avec Manille, renforçant la coopération en formation, exercices conjoints, défense, production industrielle et partage de renseignements. Bien que ces nations ne soient évidemment pas des alliés officiels, elles pourraient tout aussi bien l'être. Et le Japon renforce sa capacité à défendre et à combattre sur le territoire de Taïwan ou des Philippines en s'assurant d'avoir des liens solides avec les deux. Certaines nations peuvent être vues comme des alliés potentiels, discrètes ou cachées du Japon, voire un peu des deux. L'Indonésie est le premier pays où Tokyo et Jakarta renforcent vite leur coopération militaire, surtout en maritime et cybersécurité. Bien que l'Indonésie ait longtemps été, au moins en partie, dans la sphère d'influence géopolitique de la Chine, Jakarta s'intéresse de plus en plus à tracer sa propre voie, ce qui pourrait potentiellement la rendre très utile au Japon lors d'un futur conflit. Il en va de même pour Singapour, une nation qui entretient des liens étroits avec le Japon depuis un certain temps, mais qui renforce désormais ses partenariats en matière de sécurité avec Tokyo, dans plusieurs domaines. La Malaisie renforce également ses liens avec le Japon chaque année, et ensemble ces trois pays offrent au Japon un levier essentiel face à Pékin. Ces trois pays peuvent ouvrir ou fermer le détroit de Malacca à la Chine. S'ils optent pour la seconde option, ils priveront la Chine de la route maritime vitale pour Pékin, sans même soutenir un effort de guerre. Il n'y a aucune garantie que ces trois pays s'aligneront avec Tokyo à l'avenir, ni même qu'ils s'aligneront dans la même direction les uns que les autres. Mais Tokyo devra essayer de s'assurer qu'ils sont tous de son côté. De même, il y a le Vietnam, où le Japon a récemment élevé sa relation de défense au rang de partenariat stratégique global. Les deux pays coopèrent sur des questions diplomatiques et militaires importantes. Le Japon est devenu un garant clé de la sécurité du Vietnam en mer de Chine méridionale, tandis que le Vietnam, pays communiste, dépend de la Chine pour sa formation principale. Hanoï adopte une posture prudente et sceptique vis-à-vis de Pékin, notamment en matière de sécurité régionale, en raison des différends territoriaux passés, des guerres et du rapprochement du Vietnam avec l'Occident global. De même, le Japon considère la Thaïlande comme un partenaire stratégique clé dans un accord qui a de nouveau été renforcé en 2025.
Ni la Thaïlande ni le Vietnam ne seraient désireux d'entrer en conflit avec la Chine à l'avenir. Sinon, le Japon peut maintenir sa neutralité et se présenter comme protecteur de ses intérêts face à la Chine, présentée comme expansionniste. La Chine finirait tout simplement par les avaler si le Japon n'intervient pas. Et enfin, il y a la carte stratégique à considérer, l'Inde. L'autonomie stratégique de New Delhi est centrale dans sa politique étrangère depuis des générations. L'Inde et le Japon entretiennent une relation de sécurité et stratégique profonde, qu'ils ont de nouveau réaffirmée en 2025 avec de nouveaux engagements pour approfondir leur partenariat et renforcer les capacités complémentaires de leurs forces armées respectives. Le Japon et l'Inde collaborent sur des questions militaro-industrielles. Ils sont convenus de se fournir mutuellement en approvisionnement et services depuis 2021 et ils disposent d'une relation établie de partage de renseignements. Bien que l'Inde continue de privilégier ses propres objectifs géostratégiques autonomes, il n'a pas échappé à la direction des deux pays que l'Inde et le Japon partagent un ennemi commun. Ils sont respectivement la 4e et la 5e plus grande économie du monde, et chacun d'eux a des raisons de penser qu'ils se dirigent vers des confrontations stratégiques de plusieurs générations avec Pékin. Ils peuvent aussi coopérer sans empiéter l'un sur l'autre. Inde et Asie du Sud, Japon et Pacifique, affrontant la Chine sur deux fronts si besoin. Pour le Japon, établir ce réseau d'alliances est aussi crucial que de reconstruire son armée, pour 3 raisons principales. Le Japon obtiendrait un important levier géostratégique et du pouvoir en dirigeant un groupe principalement anti-chinois de gouvernements régionaux. Cette position offrirait au Japon de nombreuses opportunités militaires, économiques et diplomatiques, même en temps de paix. Ensuite, le Japon pourrait maintenir et développer l'équilibre régional ayant jusque-là contenu la Chine. Sans l'action proactive de Tokyo, la sécurité de l'Indo-Pacifique aurait facilement pu s'effondrer à la simple suggestion que les États-Unis pourraient abdiquer leurs responsabilités. Comme l'alliance de l'OTAN a été sur le point de l'expérimenter en Europe. Et peut-être le plus important de tout, il devient de plus en plus facile pour le Japon de mener une guerre contre la Chine si le Japon peut augmenter le nombre et la répartition géographique des nations qui combattraient à ses côtés. Dans un monde où le Japon serait la seule nation à s'opposer, disons, à une invasion chinoise de Taïwan. Ce combat se terminerait probablement par une défaite valeureuse, avec Taipei tombant aux mains du PCC et le Japon faisant de son mieux pour intervenir, mais étant contrecarré et coupé de Taïwan. En somme, la Chine est trop puissante, capable de concentrer ses ressources et de gagner une guerre par ses effectifs et sa stratégie, surtout lors des premières années du réarmement japonais. Mais si, la Chine devait aussi affronter la Corée du Sud et l'Australie, tout en surveillant les combats aux Philippines. Tout en devant également consacrer des ressources à verrouiller ou même attaquer le détroit de Malacca, et même potentiellement mener une guerre contre l'Inde sur son flanc sud-ouest. Alors la tâche du Japon devient beaucoup plus facile à accomplir, et rappelez-vous, l'objectif du Japon n'est pas d'entrer en guerre avec la Chine, l'objectif du Japon est de dissuader une guerre avec la Chine. Et la dissuasion devient beaucoup plus facile si la Chine sait qu'elle est encerclée. Cette répartition stratégique donne au Japon un dernier avantage crucial, l'opportunité de servir de multiplicateur de force, plutôt que d'agir seul en tant que force combattante. Le Japon n'a pas les effectifs pour rivaliser avec la Chine, et, avec ses contraintes démographiques, il ne les aura probablement jamais, même si son réarmement atteignait les rêves les plus fous de Taikaichi. Si le Japon s'appuie sur des partenaires régionaux pour combler le manque d'effectifs, il pourra se concentrer sur l'envoi de troupes hautement qualifiées et équipées de technologies avancées, là où leur présence sera la plus utile. Le Japon construit une armée qui est en avance de plusieurs étapes sur la plupart de ses partenaires régionaux, la Corée du Sud étant la seule exception évidente. Elle suit le rythme technologique tout en dépassant le Japon en nombre. Ailleurs, notamment aux Philippines ou en Inde, de petites unités japonaises pourraient avoir un impact disproportionné. Peut-être s'agit-il d'amener des avions ou navires avancés sur le champ de bataille, ou de déployer des unités terrestres utilisant les meilleurs outils de guerre par drone du Japon. Dans tous les cas, le Japon devient l'épine dorsale d'une défense régionale contre la Chine sans avoir à mener toute cette guerre seul. Rien ne garantit que la volonté de réarmement du Japon aboutira, ni qu'aucune des plus grandes ambitions de Tokyo ne sera jamais réalisée. Entre la résistance politique, la pression géopolitique et les échecs technologiques, il reste de nombreuses façons pour que tout cela tourne mal. Mais le Japon dispose de la technologie, de l'argent, du mandat politique et d'une volonté farouche pour faire réussir le réarmement. Et le Japon pourrait bien infléchir le long cours de l'histoire en sa faveur. Merci de votre attention.